Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ici à Equipotel. Je suis à Equipotel depuis 2012 en tant que partenaire et ancien visiteur quand je travaillais au sein du groupe Accor chez Sofitel. D'abord sur le terrain, dans les hôtels, et puis ensuite au siège. C'était un salon qui me permettait toujours de découvrir les nouvelles tendances, d'aller voir ce qui se faisait. Et cette année, à nouveau, je suis sur plusieurs projets, donc les conférences, comme aujourd'hui, qu'on va voir dans quelques instants, l'avenir des ressources humaines dans l'hospitalité, et puis deux, trois mots sur Delporte Hospitalité, où j'en suis aujourd'hui. Je fais beaucoup de conseils et de diagnostics sur l'hospitalité dans l'hôtellerie, mais maintenant en dehors de l'hôtellerie. Et c'est intéressant de voir que l'hospitalité s'exporte du marché de l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, je vais me baser sur des exemples d'hôtels, mais il y a des choses que j'ai une vision aussi sur les hôpitaux, sur les sièges d'entreprise, et c'est intéressant de voir que beaucoup cherchent à s'inspirer de l'hôtellerie. Donc le conseil, donc des fois je participe à la création d'hôtels, comme en ce moment j'ai participé au projet de l'ouverture de l'hôtel Radisson Collection à Casablanca, l'hôtel Lincoln, avec le groupe Réalité. Plus récemment sur une résidence hôtelière à la villa Collioura, donc à Collioure, pour justement l'aider à concevoir une hospitalité et les conditions de travail. Parce que l'hospitalité, c'est quoi? C'est un lieu. Dans le lieu, il y a l'expérience qu'on va vivre, l'expérience client ou résident, ou les patients, quand on est dans un EHPAD ou un hôpital. D'ailleurs, je fais une conférence mercredi sur ce secteur-là. Et puis, derrière ce lieu, il faut penser le lieu pour que les collaborateurs puissent travailler dans les meilleures conditions. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Donc, il faut s'intéresser à l'expérience client, mais il faut s'intéresser à l'expérience opérationnelle. Et derrière ça, ensuite, j'accompagne au travers de la formation et du coaching des équipes pour justement booster leur qualité d'accueil. On a tous l'image un jour de dire ah bah lui à la réception il est nul. Non, il n'est pas nul. Sa personnalité fait qu'à cet instant-là, la relation n'est pas passée. Mais quand on aide les gens à comprendre leur personnalité, on ne peut pas accueillir les autres si on ne s'accueille pas soi-même. Il faut d'abord s'accueillir, comprendre qui on est pour bien accueillir les autres. Et mon parti pris dans cette formation-là est très fort sur ça. Et le soir, les formés, les personnes qui sont formées, sont surprises de mieux comprendre comment elles réagissent en fait. Je vous donne un exemple, il y a des gens qui travaillent dans l'hôtellerie, quand ils vont voir un client qui va payer 5 000 € dans un palace pour 2 nuits, il va dire c'est dingue, c'est même pas mon salaire sur 2 mois, ça les met mal à l'aise. Et d'autres, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes mal à l'aise par rapport à cette situation-là, qu'est-ce qui va se passer en face de vous? Vous ne dégagez pas une belle énergie. Et la personne va dire bon, il fait son boulot, mais il n'est pas très agréable. Si vous dites, bah oui, si vous accueillez qui vous êtes, d'où vous venez, votre parcours, dire, bah ok, aujourd'hui j'en suis là, moi je ne suis pas comme le client en face de moi qui peut payer 5 000 € de nuit dans un hôtel. Et s'il accepte tout ça, s'il s'accepte, ça va mieux se passer. Et il va dégager une énergie plutôt avec de l'empathie, la bienveillance vis-à-vis du client. Et donc c'est ça que je travaille sur ces sujets-là. Et il n'y a pas un moment où je ne suis pas en immersion dans l'entreprise pour comprendre les problématiques et pour ensuite accompagner les personnes. Et puis après, je fais des séminaires ou des conférences. Et là, c'est intéressant aussi pour les entreprises qui veulent s'intéresser à l'hospitalité et comment améliorer leur relation à l'hospitalité, de faire travailler les comités de direction. Parce qu'une fois que ça part du comité de direction, on peut atteindre toute l'équipe et tous les collaborateurs. Et donc mes clients, ça va vous surprendre, mais par rapport à l'hôtellerie, donc il y a des clients hôtels, mais ça a été GSF récemment, L'Oréal professionnel, Uneos, les hôpitaux, des EHPAD également, et puis Air France, Aéroport de Paris, au travers des partenariats avec GSF. Et aujourd'hui, c'est un sujet que j'aime bien parler régulièrement à Equipotel, les ressources humaines. On entend beaucoup de choses et c'est important de refaire un point. En entrée, je vous dirais que la clé des réussites, elle est toujours dans vos mains. Inspirez-vous, rencontrez les gens, mais la solution, elle n'est pas ailleurs. Elle est toujours chez vous. Et chez Delporte Hospitality, j'arrive toujours avec une clé quand je fais des formations et des conférences pour leur montrer que justement, je suis là pour vous ouvrir les portes et puis vous ouvrir, donner des clés pour réussir au sein de votre entreprise à transmettre des idées qui ne sont pas forcément innovantes, mais dont on a oublié l'essentiel.
Pour commencer, il faut peut-être revenir un peu sur le passé. On ne peut pas comprendre le futur ou le présent si on ne revient pas le passé. Il y a eu des erreurs de commises dans nos métiers. Des pratiques traditionnelles. Alors la tradition, c'est bien parce que ça perpétue les savoir-faire et c'est des belles choses, mais savoir aussi se remettre en cause, se réadapter est une bonne chose. La centralisation, concentrer tous les pouvoirs au travers les directeurs d'hôtel et les comités de direction, ça n'a démotivé un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, les équipes veulent comprendre, veulent connaître le fonctionnement, veulent participer et réfléchir à l'entreprise. Et le diviser pour mieux régner qu'on a connu pendant de nombreuses années a fait du tort à la profession. Une déconnexion parfois avec les nouvelles générations, on en reparlera. Et puis le problème aussi qu'il y a eu pendant de nombreuses années, tu fais quoi? Il fait quoi ton fils? Ben, il part en CAP cuisine, il part en CAP réception. Et c'était la honte. Et ça, on en souffre encore. Et donc il est plus qu'urgent, et je sais bien que les gens qui sont dans le métier le font, et je citerai d'ailleurs l'association au service des talents, présidée par Denis Courtiade, qui passe tout son temps à promouvoir son métier, il le fait bien. Mais bon sang, c'est tellement de belles qualités. J'avais écrit récemment un article sur justement toutes les qualités qu'on a quand on est serveur. Quand on est serveur pendant des années, on apprend beaucoup sur la relation humaine. Ça ouvre d'énormément de portes pour ensuite aller dans d'autres métiers. Je connais aujourd'hui un agent immobilier qui était serveur, qui a été directeur de salle et qui est aujourd'hui un excellent agent immobilier. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il a la relation aux autres, il comprend les autres, il a envie de les aider, il va au-delà de vendre un appartement ou une maison. Et les gens qui travaillent avec lui, qui leur confient son bien, ils sont contents et du coup le recommandent. Simplement, juste un exemple comme ça pour vous dire que tous ces métiers-là, ce ne sont pas des métiers figés et que quand on a des enfants qui travaillent dans nos métiers, il faut les encourager. C'est encore une industrie où aussi on peut commencer comme serveur et finir un patron de restaurant ou un directeur d'hôtel. Oui, il faut travailler, il faut faire des formations, il faut évoluer, mais valorisons nos métiers. C'est le seul moyen, et ça nous appartient à tous, d'aller valoriser le métier pour justement que demain, les jeunes générations aient envie de venir travailler dans nos métiers. Je ne parle pas, on pourrait en parler aussi, toutes les mauvaises choses qu'il y a pu y avoir, de maltraitance, d'un travail pas reconnu, ça évidemment, ça n'a jamais aidé la profession. Donc faire travailler les gens des heures et pas les payer, de les déconsidérer, toute cette maltraitance-là, évidemment, a été un souci qu'on paye encore aujourd'hui les conséquences. La quête de sens aujourd'hui dans nos métiers est importante. Alors on parle du Covid. Bon, le Covid, il y a eu la maladie, mais il y a eu le confinement. Et le confinement a permis à des gens qui travaillaient 5 jours sur 7 fois, parfois plus tous les jours, le week-end, de se poser pendant plusieurs mois. Parce que quand on est serveur, pendant le Covid, on ne travaillait pas. Quand on était commercial, à la limite, on faisait du télétravail, on continuait à promouvoir l'hôtel dans le monde pour avoir des clients quand ça allait réouvrir. Mais les femmes de chambre, les techniciens et toutes ces personnes-là ont eu le temps de se poser, de réfléchir et de dire mais finalement, c'est sympa un week-end avec les enfants. C'est sympa d'emmener mon enfant à l'école le matin. C'est sympa de faire les devoirs aussi à mes enfants ou de prendre du temps. Et c'est humain. On est tous comme ça. Et effectivement, depuis le Covid, il y a des changements où des gens ont quitté la profession et d'autres qui n'étaient pas contents dans leur industrie ou dans leur travail, qui disent « Ah, mais moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de servir, c'est d'aller dans ce secteur-là. » Donc, on récupère aussi des gens qui veulent travailler. Il faut savoir les accueillir dans nos métiers. Il faut savoir les former. Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais directeur adjoint au Sofitel Sèvres, parfois on m'a dit « Vous avez vu qui vous avez recruté ?» Oui. Elle n'a aucune expérience dans l'hôtellerie? Non. Elle n'a aucune expérience à la réception? Et vous la prenez comme réceptionniste? Elle n'a aucune. Et j'ai dit, et alors? Vous avez vu son sourire? Vous avez vu sa motivation? Elle est en train de renoncer à un travail avec un très bon salaire dans un service de comptabilité pour être juste réceptionniste à 35 ans. Aujourd'hui, cette dame-là est directrice d'hôtel. Elle a continué, elle a eu un très beau parcours. Mais si j'avais été resté traditionnel dans ma tête à l'époque, c'est pas si vieux que ça, c'est quand même les années 2006-2005, il y a 20 ans, je ne l'aurais pas embauché. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas.
Vous embauchez quelqu'un qui n'est pas du métier. Bon, et ben quand vous embauchez, quand vous donnez la chance aux gens et quand ils sont motivés, la technique, vous leur apprenez. Et ça, c'est important. Donc la quête de sens est importante dans l'entreprise. C'est la quête de sens, pourquoi je viens travailler. Et il faut être aligné avec ses valeurs humaines. Quand je fais mes formations, notamment en ce moment, j'ai eu une entreprise qui m'a interrogé sur comment je peux améliorer l'hospitalité. Cette entreprise vend des médicaments. Et quand on a parlé ensemble, j'ai dit, mais comment vous accueillez vos collaborateurs? Et je vous dirai comment vous allez accueillir vos clients. Il y a une réciprocité à avoir. Et c'est intéressant de voir que tout part de là, en fait. Et dans les hôtels, alors, tout n'est pas comme ça, mais je me souviens un jour, j'ai été à une conférence et il y avait le président fondateur de Vente Privée qui nous disait qu'il avait installé un call center très moderne avec des super fauteuils, des casques incroyables pour que les personnes puissent bien entendre, être dans des conditions, parce que c'est des gens qui restent assis pendant longtemps. Puis je regardais mes voisins qui étaient hôteliers, je fais « Et vous ? Vous mettez toujours la chaise de la 402 qui était attachée à la gouvernante ?» Ah oui, c'est pour faire des économies. Mais la chaise de la 402, ce n'est pas une chaise de travail. C'est une chaise pour rester assis 10 minutes, 20 minutes, pas pour travailler. Alors, la gouvernante bouge beaucoup, mais ce n'était pas un fauteuil pour... Donc les conditions de travail sont des éléments importants. Et je suis forcé de constater parfois, là où je vais, de voir que les conditions de travail ne sont pas réunies. C'est pour ça que je parle d'expérience client, c'est intéressant, mais parler d'expérience opérationnelle, c'est important. Si vous voulez garder vos collaborateurs, si vous voulez les motiver, et vous devez penser aussi à leurs conditions de travail. Et puis, c'est avoir une vision dans votre entreprise et la partager réellement. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la marque employeur. C'est développer une marque employeur, c'est développer une marque qui va attirer. Vous attirez une marque, vous avez une valeur, vous êtes un hôtel, vous attirez des clients par rapport à ce que vous faites, mais réfléchissez aussi à ce que vous pouvez faire pour les collaborateurs. Récemment, j'avais vu un hôtel qui avait mis dans ses offres d'emploi, c'était pour des gouvernants dans un palace, c'était au Plaza Athénée, qui avait un dîner offert chaque année pour toute l'équipe. C'est ce qu'on fait dans plein d'entreprises quand même, hein, dans le tertiaire. Dans l'hôtellerie, c'est assez rare. Oui, il y a la fête du personnel. Et il y avait comme ça tout un ensemble de choses qui étaient mises dans l'offre pour montrer les valeurs de générosité qu'avait cet hôtel. Donc ça, c'est des petites choses qu'on voit, mais il faut effectivement aujourd'hui, il y a une époque, on disait, voilà, je mets une offre d'emploi, les gens vont arriver. Non, aujourd'hui, il faut attirer. Pourquoi j'irai travailler chez vous? Qu'est-ce que ça m'apporte de travailler chez vous? Et c'est comme ça que vous allez attirer les jeunes. Et je connais des entreprises qui le font bien, et les gens, ils restent. Alors, il y en a qui ne restent pas, mais la plupart du temps, quand il y a des choses mises en place pour vraiment attirer les collaborateurs et que réellement il y a une volonté de l'entreprise de bien les accueillir, ça fonctionne. Et puis ce qui est intéressant, c'est effectivement, on me dit on les forme au métier, c'est une chose, mais les former au développement personnel, c'en est une autre. Quand on voit qu'on embauche des nouveaux directeurs avec une petite formation et qu'on ne fait pas de coaching pour les aider à bien travailler, un coaching, ce n'est pas un problème. Souvent, dans nos entreprises, on voit ça comme il n'est pas capable, on va lui prendre un coach. Alors, je vais vous parler de quelqu'un que tout le monde connaît, Léon Marchand. Alors, on voit ses médailles, on voit ses entraînements, bien sûr que ça compte. Mais Léon, il s'est nagé depuis longtemps. Ce qu'il fait, il le fait bien depuis longtemps. Ce que vous ne voyez pas, et dont il parle de temps en temps, c'est le coaching mental, l'accompagnement. On va l'aider à arrêter d'avoir des pensées négatives. On a tous nos pensées négatives dans la vie privée. Il m'a embêté celui-ci, j'ai pas assez... Okay, tout ce qui le tracasse, on va l'accompagner, il y a des techniques pour ça. Pour lui libérer l'esprit pour être le plus performant possible à l'instant où il doit être en compétition. Et souvent, dans ma présentation, je mets une photo des Jeux Olympiques bien avant ce qui s'est passé à Paris, au niveau de l'hôtellerie, parce que je dis, c'est pas drôle pour vous, parce que Léon Marchand, c'est tous les 4 ans, ou lorsqu'il y a des compétitions, mais quand on est dans un palace ou un 5 étoiles, c'est tous les jours la compétition. Tous les jours, vous devez être le meilleur. Vous ne pouvez pas vous dire,
Oh bah tiens, bah pour lui, je vais être moins bien, c'est pas grave. Il aura moins de sourire, moins de sympathie, etc. C'est pas possible. Donc en permanence, vous devez être au top de votre forme. Et on ne peut pas dissocier la vie perso et de la vie professionnelle. Ah, on le dit dans l'hôtellerie. Bon, tes histoires, hein, avant de mettre l'uniforme, tu les mets au placard. Ah non, ça ne marche pas comme ça. On peut les mettre au placard. Mais je vais vous donner un exemple, peut-être un peu rigolo. Si vous êtes disputé avec votre mari le matin, et que toute la journée, vous allez vous dire, alors lui, ce soir, à 18h, je vais lui dire ces 4 vérités. Il y a 10h, vous y pensez, à midi, vous y pensez, à 15h, vous y pensez. Bah, quand vous pensez à ça, vous dégagez un truc négatif quand même. Hein. On ne sent pas la personne hyper sympa, hyper agréable. On sent qu'il y a un peu de tension. Bah, déjà, parce que vous voulez, mais à 18h, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez rentrer à la maison, votre mari, il n'aura même pas dit un mot, vous allez lui rentrer dedans. Et comme vous l'avez imaginé depuis ce matin, vous allez vous fâcher avec lui, parce que vous y pensez qu'à ça depuis ce matin, et vous allez dégager cette énergie. Et quand vous arrivez à 18h, vous êtes gonflé à bloc pour vraiment y aller. Et ça se trouve, il allait arriver avec un bouquet de fleurs en disant, écoute, j'ai dérapé ce matin, je suis désolé, et ça aurait pu se réconcilier. Si vous avez cette capacité le matin à vous dire, ok, il s'est passé ça, maintenant je suis à mon travail, je mets mon uniforme, je lâche ça, c'est l'autopensée, mais il y a des formations pour ça, pour accompagner les gens. Et se dire, à 17h30, je repenserai au sujet. Bah déjà, quand vous avez pensé à 17h30, en général, vous êtes beaucoup plus calme. Donc quand vous allez arriver à 18h, en général, ça sera moins intense. Et ça va être beaucoup mieux pour tout le monde. Mais surtout dans la journée, vous aurez dégagé du bien-être, de la positivité, et ça va se sentir. On dégage tous une énergie. Et c'est ça qu'on vit dans l'hôtellerie. Dès qu'on est en contact avec le client, dès qu'on est en relation, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut affiner. Et là, je vous donne un exemple très particulier. Mais le coaching permet d'accompagner ces gens, et surtout les managers, et pour donner les techniques aux managers pour reconnaître ce genre de choses. Le manager, c'est un coach, quelque part. Il est là pour accompagner aussi ses équipes au terrain, sur le terrain dès le matin. Dire, ok, je t'écoute, ouais, ça t'a fait du bien. Qui demande le matin avec quelle humeur on arrive, avec quelle émotion on arrive? Moi, en général, quand je fais des formations ou des séminaires, je dis voilà, là j'ai fait une réunion la semaine dernière, et là quelqu'un me dit, je suis désolé, je suis en retard, je me suis fait voler mon ordinateur et ma voiture. Vous croyez que cette personne-là, elle est opérationnelle? Alors je pourrais dire, on s'en fiche, il faut se dépêcher, on a la réunion, on doit commencer. Non, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc on prend 5 minutes, ok, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu le vis, c'est compliqué, c'est la galère, ok. Elle a lâché le sujet. Bon, néanmoins, la vie continue, on va commencer la réunion. Ça te va avec ça? Ouais, je suis ok. C'est la vie. Alors dire que la vie perso, on s'en fiche en entreprise, non. On ne peut pas. Et dans nos métiers, dès qu'on est en représentation, c'est important de pouvoir être l'un avec l'autre et donner les techniques à ses collaborateurs pour vivre ces instants, comme la vie de tout le monde. Donc voilà un petit peu les choses qui sont importantes par rapport à la marque employeur et surtout l'accompagnement des collaborateurs. Il y a une période vraiment à ne pas manquer, c'est le processus d'intégration. Quand on arrive, l'autre jour, je suis arrivé dans une entreprise, il y avait marqué « Bienvenue Pierre, nouveau collaborateur ». C'est agréable, ça fait plaisir. Mais quand vous êtes dans un hôtel 5 étoiles, un palace, et que vous devez personnaliser pour vos clients, mais si vous faites pour votre client et on ne fait pas pour vous, c'est pas authentique. Et on vous demande de le faire après pour vos clients, mais quand vous le vivez, c'est super agréable. Moi, je l'ai vécu, c'est agréable, et j'ai envie de refaire la même chose pour les autres. Donc c'est ça qui est important, la réciprocité dans nos métiers. Et l'intégration est un moment clé. On dit, il ne faut pas louper son ouverture d'hôtel. Oui, c'est sûr. Et il ne faut pas louper non plus, bonjour, il ne faut pas non plus louper l'intégration de son collaborateur. Ce sont vraiment un point important. Et donc, de prévenir les gens que déjà l'équipe, demain, il y a quelqu'un qui arrive, une nouvelle personne qui va nous accompagner. De prévenir les personnes, de l'accompagner, de l'encadrer, de vérifier, que tout le monde sache dans tous les services. Ah bonjour, tiens, bonjour, il est où Arthur? Il devait arriver aujourd'hui. Bonjour, je suis à la compta, bienvenue. Bonjour Arthur, je suis au service commercial, bienvenue. Bonjour, je suis chez les gouvernants, bienvenue. Ou tous les métiers qu'on peut avoir dans une entreprise.
Vous croyez que la personne le soir elle va rentrer et va se dire waouh, c'est super agréable. Mais sauf que là, la personne se sent bien. Alors, il faut que ça soit sincère, tout ce que je vous dis. Hein. Faut le faire avec passion, avec cœur, etc. Mais quand les gens vivent leur intégration comme ça, et qui sont formés, et qui sont accompagnés, quand au bout de quelques semaines, on leur dit que le président vient, on va déjeuner ensemble avec les 4-5 derniers nouveaux. Bon, ça fait 3 mois que vous êtes là, ça fait 3 semaines, comment vous avez vécu les choses, est-ce que je peux répondre à des questions, etc. Enfin, oui, c'est pas grand-chose quand même. Ah, mais non, on a toujours mieux à faire. Oui, puis après on se plaint que il est parti. On avait fait des choses pourtant, hein, il est parti au bout de 3 mois, il n'est pas resté. Oui, on peut toujours dire, j'aurais peut-être dû commencer comme ça, et ça vous aurait peut-être fait un peu fuir, soit c'est toujours la faute de l'autre, et à ce moment-là, c'est pas la peine de venir m'écouter, soit vous allez vous dire, bon, il y a peut-être un problème, peut-être que je fais des belles choses quand même, mais si ça ne marche pas et que les gens partent, il y a quelque chose. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé sur Vitel-Sèvres, le taux de présence des réceptionnistes pour les jeunes réceptionnistes, c'était 3 mois. Ils partaient. Et mon directeur qui est là, qui pourrait en témoigner, on a changé les choses. La première chose que j'ai demandé, c'est d'avoir un week-end. Enfin, je vous parle de ça, c'est en 2004, 2005. Il y a encore aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas de week-end. Ah oui, on est dans l'hôtellerie, on travaille le samedi et le dimanche, bien sûr, mais de temps en temps, on a le droit d'avoir un week-end. Alors on me dit, c'est pas possible. Par contre, tous les anciens avaient leur week-end. Tous les anciens avaient leur week-end. C'est bizarre, hein. Tous les anciens y restent, mais tous les jeunes ne restent pas. Ah oui, après on dit, ouais, les jeunes. Ouais, non, enfin. Et donc j'avais demandé, on m'a dit, c'est pas possible tous les mois, mais toutes les 5 semaines. Et on commence comme ça. Et à un moment donné, je dis, et s'il y a un jeune qui veut 2 week-ends, parce qu'il a un mariage, un deuxième mariage, ça peut arriver, quand on a 25 ans, on est invité au mariage des cousins, cousines, vous lui donnez. Il ne faut pas abuser. Et puis le mois d'après, il n'en aura pas. Mais organisez-vous. Aujourd'hui, j'étais récemment dans un hôtel, ils me disaient, c'est plus un sujet, moi. Je leur dis, voilà, le planning, il est là, on est le 15 du mois, vous me le rendez dans 5 jours, vous vous débrouillez entre vous, et vous me ramenez. Moi, je veux que ça marche tous les week-ends. Et si un jour, il y en a un qui veut changer, vous vous débrouillez entre eux. Responsabilisez les jeunes. Ça fonctionne. Et par contre, je connais des hôtels où on est le 28 et les gens ne connaissent pas encore leur agenda. Vous croyez que c'est sympa? Les jeunes ou pas les jeunes, on a envie de savoir si le 15 du mois ou le week-end du 20, je peux aller voir ma tante ou pas, ou mes amis et faire un week-end. Ah ben non, j'ai pas encore mon agenda, j'ai pas encore mon planning. Ah oui, donc on peut critiquer des fois la nouvelle génération, mais c'est intéressant aussi de se pencher à essayer de la connaître. Donc ça, c'est des moments clés. Et puis, ce qui était important aussi, par exemple, c'est valoriser les collaborateurs. Un jour, j'étais dans un hôtel. Vous savez, souvent, on voit les stars en photo dans les lobbies. Et là, je prends l'escalier, il y avait des photos, des belles photos. Les stars de l'hôtel. Il y avait la gouvernante, il y avait toutes les femmes de chambre, il y avait les cuisiniers en photo. Et puis, dès qu'on montait à l'étage, on voyait quasiment toute l'équipe. Ça valorise le personnel. Vous allez chez Danone, les agents de nettoyage qui ont un chariot, il y a la photo de l'agent sur le chariot. Donc on sait qui fait l'entretien et le ménage dans les espaces de bureau. Et quand vous allez au niveau de machine à café, etc., il y a aussi la photo de l'agent de nettoyage pour savoir qui c'est. Donc valoriser ses collaborateurs, et tous les collaborateurs, c'est important. Les conditions de travail physiques sont importantes. Et je vais appeler Marcy de Soultret qui va nous témoigner de la marque Marcy Paris Corporate Couture. Parce que l'uniforme est un point clé également dans l'intégration, Marcy. Ça va marcher? C'est bon. C'est numéro 3. Bonjour à tous. En quoi l'uniforme... Oui, oui, bien sûr. En quoi l'uniforme est un élément clé dans l'expérience opérationnelle? Alors, d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous féliciter, cher Laurent. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Alors, Laurent, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais a reçu un prix prestigieux aux États-Unis. Il était élu dans le top 10 des influenceurs de l'hôtellerie et de l'hospitality par un grand magazine américain. Et il a fait d'ailleurs une couverture, vous pouvez voir sur le stand à côté. Et voilà, donc je voulais vous féliciter parce que c'est très dur. Je suis chef d'entreprise aussi. Et ce genre de résultat, c'est très impressionnant. Donc voilà. Vous avez toute ma considération, cher Laurent, et vous pouvez l'applaudir. Je ne m'attendais pas à ça, merci. Voilà, il n'était pas au courant.
Donc moi, je me présente Marcy de Soultray. Donc j'ai créé une marque qui s'appelle Marcy Paris, qui est dédiée au corporate. Corporate couture, que vous pouvez voir derrière. Donc j'imagine que vous comprenez ce que ça veut dire. L'idée est d'habiller les hôteliers, les restaurateurs et les grandes marques de retail. J'accompagne des groupes comme Hilton, Accor, dans une trentaine de pays, LVMH, Richemont, mais aussi des petits établissements indépendants. L'idée, c'est qu'on fonctionne comme une marque de prêt-à-porter. Vous pouvez acheter une pièce, 2 pièces, 10 pièces. La collection est toujours en permanent et donc vous pouvez vous réassortir dans 6 mois. Contrairement quand vous allez chez Uniqlo, Zara, où la durée du produit va être de 2 mois maximum. L'idée, c'est de répondre aux messages et aux besoins des hôteliers. C'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. Donc la marque est faite pour ces gens-là. Et ça, c'est la marque. Et j'aimerais parler, donc Laurent m'a posé une question, sur l'impact de l'uniforme dans le milieu professionnel. Alors, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis par le docteur Galinski et le docteur Adam en 2012, qui sont 2 chercheurs. Ils ont fait ça, une étude de grande ampleur. Et ils ont dit, on va essayer de mesurer l'impact de l'uniforme sur le travail des personnes. Donc, il y a 3 éléments qui sont ressortis. Bien sûr, ce que vous imaginez, c'est de l'appartenance au groupe. On devient ambassadeur quand on porte une tenue de l'entreprise. C'est aussi forcément un effaceur d'inégalité sociale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de milieu, il n'y a plus d'origine, il n'y a plus de religion. Donc ça, c'est un élément important, mais on en a beaucoup entendu parler avec les écoles. Le deuxième, on en a moins entendu, c'est le respect et la crédibilité qu'ont vos collaborateurs auprès des clients ou auprès d'autres prestataires. Ça donne une vraie crédibilité et les gens sont plus respectueux envers des personnes qui portent un uniforme. Et le troisième, qui est très important pour moi, c'est le plus important d'ailleurs, c'est qu'ils ont fait une étude, il y avait la moitié, ils ont dit « venez comme vous êtes », comme McDonald's, venez. Et l'autre moitié, ils ont été tailleurs pour les femmes, costumes pour les hommes, cravate. Et ils ont fait un test à la fin, et les gens qui portaient l'uniforme ont été 30% plus rigoureux que les autres. Donc en réalité, ça change aussi le regard que vous avez sur vous-même. Napoléon disait, on devient l'homme de son uniforme. En fait, le fait de porter une tenue qui représente un établissement, une maison, une belle tenue, ça vous change votre perception. C'est-à-dire que vous allez être plus confiant, vous allez être meilleur, vous allez être plus impliqué aussi. On peut tous aller en jean basket, t-shirt demain à la banque. Je vous demande de faire le test. Et vous irez aussi en tailleur ou en costume. Vous ne serez pas traité de la même manière. Voilà, je suis désolé de vous l'apprendre, mais l'habit fait le moine, finalement. Et c'est très, très important l'impact qu'ont les tenues et les tenues de vos collaborateurs, parce que je vois certains hôteliers autour de la table. C'est en fait fondamental. On se donne beaucoup de mal sur la décoration, les meubles, la literie, enfin, toutes les expériences aussi que Laurent, sur lesquelles Laurent accompagne, mais pensez-y. Voilà, on ne mesure pas assez l'impact que ça a sur vos clients, sur vos collaborateurs. Oui, puis une remarque aussi, quand on parlait d'image de l'entreprise et puis de raison d'être de l'entreprise, et quand on porte par exemple des valeurs sur l'environnement et la protection de l'environnement, il y a aujourd'hui des uniformes, et vous en faites partie, qui ont ce lien, en tout cas, à la protection de la nature. Je vous laisse présenter un peu ça. Oui, alors la RSE, c'est comme quelque chose qui est à la mode, qu'on entend beaucoup ces dernières années. Il était temps, parce qu'on voit les problèmes climatiques au sud de l'Espagne, encore à Valence la semaine dernière. Nous, le RSE fait partie des prérequis de la marque. Donc, je ne vais pas arriver avec un marketing RSE. Ce n'est pas la communication de la marque. Ça fait partie de l'ADN de la marque. Et je vais vous expliquer maintenant dans l'habillement, dans le secteur textile. Et vous pouvez vous renseigner auprès de vos prestataires, que ce soit linge de maison, uniforme, tout ce qui touche à du textile. Il y a, on va dire, c'est divisé en 3 rangs, le textile. Vous avez rang 1, c'est les fournisseurs, rang 2, rang 3. Le rang 1, c'est la personne, c'est l'atelier qui va faire le vêtement. Assez facile à les contrôler. Il y a une partie donc, sociale aussi, c'est qui travaille dans l'atelier, quelles sont les conditions, où se trouve l'atelier. S'il est en France ou s'il est en Chine, le bilan carbone ne sera pas le même s'il travaille sur des machines équivalentes, parce que c'est le mix énergétique, le fameux mix énergétique français, avec beaucoup de nucléaire et d'énergie renouvelable, on a plus de 60%, donc vous mettez dans la frise, vous n'avez pas le même bilan carbone quand vous travaillez sur la même machine, premièrement.
Le deuxième, c'est qui tisse la matière. La matière, c'est la laisse de matière, de tissu. Je pense que vous voyez tout ce que c'est. Donc, qui a tissé la matière. Et le rang 3, c'est d'où vient la matière. Le coton, d'où il vient, quel traitement, quel pays, la laine, les animaux, le traitement des animaux. On leur donne quoi? Enfin, leurs conditions de vie. En fait, et plus le rang s'éloigne, et moins le contrôle est facile. Bien sûr, et je vous dis, il y en a, ils ne contrôlent ni le 1, ni le 2, ni le 3. Au moins, c'est facile. Donc, nous, le message, c'est de dire il faut maîtriser parfaitement les 3 rangs. Il y a plus de rangs que ça, mais j'ai essayé de un petit peu simplifier. Donc, voilà, c'est très important pour nos clients et même pour nous, c'est savoir qu'est-ce que vous vendez. Voilà, et ça, c'est non négligeable aujourd'hui. Ça fait partie d'un prérequis, comme je disais, de la marque, et c'est indispensable. Voilà. Donc, je vous dis, soyez vigilants sur ces 3 points. Merci beaucoup, merci pour cet éclairage important pour effectivement le bien-être des collaborateurs. Merci. Merci, Laurent. Et quand on parle du bien-être matériel, les conditions de travail, c'est aussi ce que j'ai commencé à évoquer avant, l'accueil de soi, la base donc pour accueillir l'autre. Et penser à l'importance de l'équilibre perso et bien-être. Ce qui a vraiment changé, en fait, c'est dans les années 2006, 8, 9, c'est l'arrivée du BlackBerry. Avant, j'avais un PC portable. Je travaillais à la maison, mais il fallait que j'ouvre mon portable pour travailler le soir en tant que manager. Avec l'arrivée du BlackBerry, puis de l'iPhone et des smartphones, j'ouvre mes mails à 22h ou 23h. Si je commence à travailler finalement à 23h parce que j'ai ouvert mon téléphone et que je vois les messages de mon patron que je dois répondre, le lendemain à 14h, finalement, quand je dois appeler un médecin pour mon enfant ou m'occuper d'un projet perso, comme j'ai travaillé à 23h, je peux bien le faire à 14h pendant 10 minutes. Et on a commencé à mélanger vie pro, vie personnelle. Et on a mis le doigt là. Pensez toujours aux innovations et aux nouvelles technologies quand elles arrivent et de leur impact. Et ce qui est important pour les collaborateurs aussi, c'est de les accompagner sur l'intelligence émotionnelle, la réaction des émotions. Et ça, on ne le fait pas assez. J'ai eu la chance de rencontrer la directrice du Peninsula à Hong Kong, qui me disait, mais en Asie, c'était un point important pour eux de faire attention à ça. Et que quand on donne les moyens, justement, aux équipes de prendre conscience de ces émotions, d'être bienveillants, ils vous le rendent. Mais il faut que ça soit fait avec authenticité et vérité. Et donc les former à ça, leur expliquer, c'est aussi quelque chose d'un point important. Alors demain, il y a des fausses solutions, moi je vous le dis tout de suite. J'étais à un séminaire, à un salon à Malaga, en Espagne. Un robot, c'est 8 000 €. Le robot pour porter du service en salle. Vous savez, j'ai ma solution. Sinon, il y a d'autres solutions aussi. C'est la méthode recrutée au-delà de nos frontières, la méthode Dubaï. C'est assez cynique. Bon, les Philippins sont très bons pour tout ce qui est technique, électricité, tout ce qui est matériaux. Les Thaïlandais vont bien pour l'accueil, ils ont des super sourires. Les Balinais, ça sera plutôt au spa. Et qu'est-ce qu'on va faire quand plus personne ne voudra travailler dans nos métiers? Aujourd'hui, il y a des formations hôtelières, enfin des groupes hôteliers qui créent des formations, des centres de formation, des écoles. Quand vous avez des écoles, vous pouvez avoir des étudiants du monde entier. Et quand vous avez des étudiants du monde entier, vous avez un visa, puisqu'ils viennent apprendre. Une fois qu'ils sont en France, vous les faites travailler, en stage, en formation. Voilà ce qui est en train de se passer. Allez à Paris ou ailleurs, allez dans les cuisines, regardez ce qui se passe. Plus personne ne veut travailler vraiment dans nos métiers? Vous pensez que les robots vont solutionner le problème? Il est urgent de prendre conscience. Le petit robot qui sert, l'autre jour, j'ai parlé avec l'entreprise, on me dit « Ah, mais il ne va pas remplacer l'homme. » C'est faux. C'est faux. Enfin, ça y est, l'intelligence artificielle, on en parle. Donc, vous avez le robot, vous avez l'intelligence artificielle. Vous avez l'automatisation des tâches.
Ben, c'est simple, à un moment donné, on va savoir les réunir. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un maître d'hôtel pour un cocktail. Bon, tiens, là, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, le buffet est garni. Là, il y a plus de monde. Là, il commence à dégarnir vite. Il faut amener des choses. Hop, on va en cuisine. Il faut amener des plateaux, là, etc. Tiens, le champagne, là, il y a des gens. Les dames, elles n'ont rien. Tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est l'humain. Qui sent, qui respire les choses, qui voit les choses. Bah, demain, on va programmer un robot. On va lui dire, voilà, tu as une salle de 200 mètres carrés. Il y a un spot de petits fours ici et un autre ici. Tu as 10 kilos de produits sur toi. À partir de 2 kilos, tu dois revenir vers la cuisine pour aller te recharger. Tu as un détecteur de présence. Donc tu vas assimiler que là, il y a à peu près 20% de la population, enfin la salle, elle est de ce côté-là. Donc tu vas vers eux. Tu as passé 15 minutes là, donc tu dois aller ailleurs. Il y a un truc qui est tombé. Tu détectes à moins de 3 mètres ce qui tombe. Tu tombes, tu ramasses. Oui, parce qu'on va lui mettre un aspirateur en dessous. Donc il ira nettoyer le pifot qui tombe par terre. Il va sentir ça. Ça s'appelle un maître d'hôtel aujourd'hui. Moi, j'aime bien les maîtres d'hôtel. Je parle avec eux, je discute avec eux. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce que vous avez fait? D'où vous venez? C'est vachement humain, c'est vachement sympa. J'ai présenté un robot en 2016, pour ceux qui étaient là. J'avais fait la chambre du futur, la chambre origine, revenir à l'essentiel de la chambre. J'avais mis un robot qui consistait à aller dans la chambre pour la gouvernante. Je mets une bouteille, je mets un coton-tige, je mets une brosse à dents. Alors ça marche dans les hôtels neufs, on prend l'ascenseur, et il sonnait devant la porte et ça fonctionnait. Oh, Laurent, ça va pas se faire et tout. Bah, et ça marche. Moi, je l'avais mis pour provoquer, pour réagir, pour réfléchir. On est encore humain, on a l'intelligence. Moi, la pire intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle humaine. Elle existe aussi, de ne plus réfléchir et d'appliquer les choses. Donc, là aussi, il est urgent de prendre conscience. On peut vivre dans un monde de robots. Je vous invite à revoir un dessin animé pour les cinquantenaires, ils connaissent. Il y avait 3 séries. Il était une fois l'homme, il était une fois la vie, il était une fois l'espace. On l'a un peu oublié celui-ci, c'était le dernier. Revoyez, il était une fois l'espace. On y parle d'intelligence artificielle, on y parle de robotisation, on y parle d'automatisation des tâches. Demain, pas dans 50 ans, on sera capable de nettoyer un lobby automatiquement. Il y a un petit robot qui sort et tout. On les voit, ils arrivent déjà chez vous. L'autre jour, j'étais à un restaurant à Poitiers, un restaurant sympa, mais pas. Ah, il y avait le robot, hein. Il a amené les boissons, juste les boissons. Et vous savez quoi? Et le gâteau d'anniversaire. Parce qu'il chante, le robot. Il vous chante joyeux anniversaire. Ah oui, ça fait rire. Les enfants, etc., ils sont contents. Ah ben moi, je préférais quand même le bon temps, de me dire je suis nostalgique, où on disait à tous les serveurs, allez, on va à la 10, c'est l'anniversaire du petit. Et puis il y avait les 10 serveurs qui arrivaient, bon anniversaire, on lui chantait une chanson, ça durait 3 minutes, tout le monde souriait. Ça, c'est l'émotion. Alors, les robots, on peut en parler, pour moi, ce n'est pas la solution. Et l'intelligence artificielle, ça peut être utile, mais il faut la maîtriser. C'est à l'homme de la gérer, et pas de tout confier aux autres. Le recrutement des frontières, en dehors des frontières, on l'a vu, ça ne me paraît pas non plus la solution. Par contre, mettre en place un environnement bienveillant pour les équipes, avec tous les sujets que je voulais évoquer avec vous, ça me paraît être l'urgent. Donc je vous invite à vous à réfléchir, comment vous prenez soin de vos équipes, quelles sont les valeurs que vous incarnez vis-à-vis de vos clients, mais est-ce que vous le faites vis-à-vis de vos collaborateurs? Et puis l'hospitalité, ça touche aussi bien vos collaborateurs que vos clients, que vous-même. On a vu que l'hospitalité, c'est un grand sujet. Il faut s'accueillir soi-même avant d'accueillir les autres. Et ça, c'est aussi une réflexion que je vous invite à avoir. Des petites stats intéressantes que j'ai trouvées sur Stepstone. 50% d'augmentation du nombre de candidatures très qualifiées lorsque la marque employeur est forte. Quand on sait pour qui on va travailler et pourquoi on va travailler. 67% des candidats accepteraient un salaire moins élevé si l'entreprise avait une bonne image de marque. Le salaire est important, mais pas que. 83 des embauches commencent par une recherche en ligne sur l'entreprise. On s'informe sur l'entreprise. Bientôt, il y aura aussi un moteur de, ça se trouve, ça existe déjà, de notes. Quand vous avez TripAdvisor pour les hôtels, vous aurez est-ce que telle entreprise est sympa pour travailler à l'intérieur ou pas. Alors, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc voilà, ça c'est des données qui fonctionnent. J'ai cette chance, moi, aujourd'hui, d'aller butiner d'entreprise en entreprise, d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Je ne suis pas dans votre entreprise. Mais ce n'est pas que la faute des autres.
et encore moins la faute de vous. C'est un système qui est mis en place dans l'entreprise. Mais je vois des entreprises où ça marche, je vois des hôtels qui emmènent leurs équipes faire du team building. Nous, on l'avait fait à Versailles, mais ça n'avait plus, ça avait motivé les gens. Et ça, c'est des méthodes qu'on voit en dehors de l'hôtellerie. Donc il est urgent aussi d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur pour motiver ces équipes. Je suis juste derrière vous, le stand rouge, si vous voulez prolonger la conversation. On a encore le temps de prendre une question ou deux, je pense. Si vous avez une question, n'hésitez pas, profitez-en. C'est bien de réfléchir. Je veux surtout vous motiver, mais je voulais aussi vous alerter. Et rien n'est inéluctable. Ça, je crois beaucoup à la force de chacun pour transformer les choses. Si on ne fait rien, on voit ce qui peut se passer. Mais tout peut changer. Bon, et si vous revoyez Il était une fois l'espace, la fin se termine pas mal non plus quand même. Allez-y. Quelle est la bonne pratique en termes de revenus, enfin de la part variable pour redistribuer aux équipes? Alors ça, c'est intéressant. Quand on motive les gens à travailler plus, à travailler mieux pour gagner plus d'argent, bah, qu'ils puissent toucher aussi quelque chose, c'est important. Je ne pourrais pas répondre à votre question, mais je trouverais ça sain que cette question soit posée avec les équipes, d'une façon raisonnable, mais de leur expliquer les tenants et les aboutissants, de leur faire comprendre aussi l'entreprise, qu'il y a des dépenses, qu'il y a des taxes, que oui, l'électricité ou d'autres choses coûtent plus cher, leur faire prendre conscience des choses. Mais quand vous intéressez vos équipes au fonctionnement de l'entreprise, bah, ils comprendront que si c'est un mois, c'est un mois, si c'est 15 jours, c'est 15 jours par rapport à telle situation, que la situation peut changer dans 6 mois, dans un an. Mais c'est de les associer à vos réflexions. Vous voyez, oui, on sort d'une génération de génération, bah, c'est comme ça. Puis alors maintenant, dans les sièges, voilà, alors, il y a eu les directeurs, ils ont reçu la note du siège, ils doivent faire comme ça. Bon, on va voir les chefs d'équipe, il faut faire comme ça, le siège a décidé, oui, il y a quelqu'un qui a travaillé sur un tableur Excel, il faut faire moins 5% ici, moins 20% ici, donc tu fais ça. Oui, mais moi ici, non mais il faut faire. Ça ne marche plus, ça ne marche pas. De dire, tiens, on se réunit, on discute, on voit, et j'explique pourquoi, vous allez motiver les équipes. Et si c'est 15 jours, c'est 15 jours, si c'est 2 mois, c'est 2 mois. Mais ils vont comprendre. Et bien sûr qu'il faut intéresser les gens. Moi, je me souviens, et c'est comme ça que je suis devenu coach, quand j'avais des équipes, des chefs de service, ils avaient des objectifs, mais je les voyais tous les mois. Et je leur disais, tu sais, moi, mon objectif, c'est que tu fasses tes objectifs. Quelque part, si tu gagnes ton objectif, je veux aussi gagner ma rémunération supplémentaire. Mais je ne te laisse pas tout seul. Ah, tu dois faire ça et ça. Ah, tu dois faire. Il y en a un qui fallait qu'il fasse des réunions de communication avec ses équipes. T'en es où? Ah ben, j'ai pas encore fait. Je t'ai dit que c'était important de le faire. Deuxième mois. Écoute, là, tu l'as pas fait, ça devient urgent. C'est pas acceptable. Il faut pas que tu me la sortes au mois de décembre. Tu n'auras pas ta prime pour ça, quoi. Tu dois changer tes process, tu dois faire de la communication. Donc, comment je peux faire moi pour t'aider à le faire? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui marche pas? Et oui, c'était un encouragement. Donc la prime, c'est aussi un encouragement à s'investir. Mais il faut aussi que les responsables puissent accompagner les équipes sur ça. Une autre question? Je pense que c'est peut-être la prochaine conférence qui va être prête à être installée. Merci. C'est un réel plaisir d'être parmi vous et merci d'avoir été si nombreux un dimanche. Alors merci à vous et félicitations. Merci. Et n'hésitez pas, je suis juste derrière vous pour prolonger la conversation jusqu'à jeudi 17h. Merci. Et il y a une conférence demain également et mercredi sur l'hospitalité au Hall 4 et les établissements de santé et EHPAD. Et puis le parcours luxe, je ne vous en ai pas parlé. Parcours luxe, c'est une sélection des meilleurs exposants sur l'univers pour l'hôtellerie haut de gamme et luxe, avec plein de petits produits à dénicher. Donc je vous invite, ils ont tous un macaron noir au sol. Donc quand vous voyez le macaron noir Parcours luxe by Delport Hospitality, allez les voir, c'est intéressant. Vous allez découvrir de nouveaux produits, de nouveaux services. Merci à vous tous.